Avril 1945. Les Américains pénètrent dans le camp de concentration de Dora, en plein cœur de l'Allemagne. Des opérateurs de prise de vue sont chargés de fixer sur la pellicule tout ce qu'ils voient. Il y a des déportés qui vaquent aux dernières tâches du camp, des baraques, des fours crématoires et des corps qui gisent au sol. Étrangement, on est loin des horreurs que les GIs ont pu voir dans d'autres camps. Plus loin, on découvre des moteurs d'un nouveau type et ce qui ressemble à des réacteurs, du jamais vu. Un opérateur accompagne les officiers jusque devant l'entrée d'un tunnel. On l'aperçoit caméra sur l'épaule sur le bord gauche de l'écran. La suite sera coupée au montage. Les officiers et l'opérateur ressortent. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur de ce tunnel restera classé défense durant des décennies. Un général emporte dans ses dossiers ce qui permettra plus tard à l'humanité de faire un pas de géant. C'est un train qui roule vers l'Allemagne. Un voyage pour la mémoire. Retrouver des ombres, retrouver les siens. Sylvie cherche les traces d'un père, un homme revenu de l'enfer. Un père qu'elle a perdu quand elle n'était encore qu'une enfant. Elle savait de lui la déportation et le nom d'un camp, Dora. Un drôle de nom. Un lieu dont il ne parlait jamais. Le voyage de Sylvie, ses recherches sur le parcours de son père, ont commencé dans ces boîtes de carton qu'elle a pieusement conservées. Jacques Malsan était le matricule 21 598 au camp de Dora. Le 1er mars 2007, par un étrange hasard, Sylvie a reçu une lettre écrite de la main de son père en 1945, au retour de déportation. Et je pense qu'elle est tombée, certainement, de choses qu'on jetait. Elle a été trouvée par une dame, professeure de piano, qui allait à son cours le matin très tôt, sur le trottoir. Voilà comment toute cette histoire a commencé. C'est pas n'importe qui, c'est mon père, et c'est mon père qui a disparu depuis longtemps. C'est-à-dire que... L'on n'évacuait même plus les morts, l'on se vautrait sur les cadavres. La dysenterie, le délire cérébral causaient toujours des ravages. Je luttais désespérément contre la fièvre menaçante, résolue à défendre ma peau jusqu'au bout. Et Jacques écrit à Raymond, ce camarade dont je ne connaissais pas le nom. Je suis toujours en train de chercher ses descendants. Jacques et Raymond ont été séparés au moment de l'évacuation du camp par les Allemands. Au moment où les opérateurs de l'armée américaine filment le camp de Dora, les déportés comme Jacques Malsan ont été emmenés loin du camp. Eux aussi font partie des secrets de Dora, car ils savent ce qu'il se passait à l'intérieur du tunnel, et cette vérité ne doit pas tomber aux mains de l'ennemi. Dans ce tunnel, il y avait quelque chose qui intéressait les Américains en dehors de la libération des prisonniers. Et cela va devenir très important après 1945. Ce qui les intéressait, c'est la technologie qui a été produite dans ces tunnels. La technologie des fusées nazies, les V2. Des années plus tard, en juillet 1969,
on réalisera enfin à quoi servaient les secrets bien gardés de Dora. À Cap Kennedy, Saturne V s'apprête à décoller. C'est la mission Apollo 11. Le savant qui a rendu possible ce pas de géant pour toute l'humanité s'appelle Wernher von Braun, un homme dont la carrière est liée au destin de Dora. Sans von Braun, sans le sacrifice des déportés, la conquête spatiale aurait pris des décennies. Le chemin qui menait l'homme sur la Lune passait tout d'abord par l'enfer de Dora, de quoi sceller à jamais le secret défense. Il y a un procès en 1947 qui est organisé par les Américains à Dachau pour juger les criminels de Dora. Alors d'abord, parmi ces criminels, il n'y a aucun scientifique qui pourra comparaître malgré les demandes du procureur américain. Et surtout, c'est le seul exemple de ces procès de l'après-guerre pour des criminels nazis pour lequel l'intégralité des archives vont être classées secret défense aux États-Unis et seront complètement empêchées d'accès aux historiens, aux journalistes avant les années 90. Pour comprendre les silences qui entourent le camp de Dora, il faut remonter à 1942. Les nazis viennent alors d'envahir l'Union soviétique et leurs forces s'épuisent peu à peu sur le front de l'Est. Dans un même temps, le territoire de l'Allemagne est de plus en plus bombardé par les Alliés et toute l'industrie est visée. À partir surtout de 1942, les nazis commencent à avoir cette idée qu'il faut enterrer les installations industrielles pour les protéger des bombardements. Le 18 août 1943, 598 bombardiers décollent d'Angleterre. Leur mission, une base secrète au nord de l'Allemagne, Peenemünde. C'est là que les nazis mettent au point des armes d'un nouveau type. Des fusées capables d'inverser le cours de la guerre, des V1 et des V2. V pour Vergeltungswaffen, ce qui signifie arme de représailles. Les Alliés vont tout faire pour anéantir Peenemünde. Les Allemands décident alors de transférer les installations à Dora. C'est dans ce cadre-là que va être créé Dora, Nordhausen, d'abord comme commando du grand camp, qui est un des tout premiers camps, puisque créé dès 1937, qui est Buchenwald. Et puis petit à petit, Dora va grossir, prendre son autonomie et devenir un camp de concentration à lui tout seul. C'est la SS qui est chargée de construire Dora. Himmler envoie sur place Hans Kammler. Kammler, un ingénieur, un pur nazi qui a déjà construit les usines de mort d'Auschwitz. Il va utiliser la main-d'œuvre du camp de Buchenwald, des milliers d'hommes qui vont être décimés par le travail forcé. C'est juste ma taille. C'était pas mal, mais enfin. Il y a mieux. Roland Boisson était le matricule 21 085. Il a 20 ans quand il est arrêté comme résistant. Début 43, il est envoyé sur le chantier de Dora. Roland est le dernier survivant des premiers travaux, au moment où il faut terminer les tunnels qui vont recevoir les chaînes de montage des V1 et des V2. C'était impressionnant, très vaste. Oh, je me suis vu me mettre dans des situations difficiles, mais ça ne me gênait pas à ce moment-là de coucher dans un tas de cadavres. Et puis, pendant ce temps, j'ai des temps tranquilles. Et puis, jusqu'à ce qu'on vienne les ramasser, et que c'était une solution. Dans ce moment-là, vous savez, on ne regardait pas ça. Le camp de Dora n'est pas encore fini quand Jacques Malsan est arrêté par la Gestapo. Jacques a été résistant. Son travail d'opérateur radio lui permettait d'écouter les messages de la Wehrmacht. C'est alors qu'il tente de rejoindre la France libre, en Afrique du Nord,
qu'il tombe dans les mailles de la SS. C'est un petit peu avant de franchir la frontière espagnole, dans une gare, une petite gare à Saint-Palais, qu'il est arrêté par les services de renseignement de la SS. Il est arrêté le 14 juin 1943. Il est transféré à Compiègne le 4 août et il est déporté à Buchenwald le 17 septembre 1943, toujours. Avant de partir pour l'Allemagne, Sylvie a décidé de faire le voyage jusqu'à Compiègne. C'est la première fois qu'elle prend ce train, un peu comme si elle repoussait ce rendez-vous de la mémoire, le moment de refaire le même trajet que son père en août 1943. « 48 000 Français sont passés par le camp de Royalieu à Compiègne. C'était une caserne en 1943. Les Allemands et le gouvernement de Vichy l'ont transformé en antichambre de la déportation. S'il avait vu ça, il aurait été... ça aurait été important pour lui, il aurait été content et en même temps, il aurait eu un sourire un petit peu gêné. Voilà. Il ne fallait pas oublier ce qu'il avait fait et en même temps, il avait la modestie des résistants. Donc votre père Oui. a très bien pu être interné dans un de ces 3 bâtiments. Oui. Là, ici, c'est une photo qui a été prise juste après le départ d'un convoi. Et on voit très clairement des Compiègnois qui ramassent au sol des petits messages laissés par les déportés pour espérer prévenir leur famille de leur départ. Pierre-Marc a été interné au camp de Compiègne. Son histoire commence dans sa ville natale, Saint-Claude, dans le Jura. Le 9 avril 1944, le jour de Pâques, le SS Klaus Barbie est venu spécialement de Lyon pour mater le maquis du coin. Mais les résistants sont insaisissables. Par pure représailles, 2000 habitants sont rassemblés sur la place principale. Le SS en retient 307 pour la déportation. Pierre-Marc n'a pas 21 ans. Son ami, Jean Lorge, vient de fêter ses 19 ans. Là, à Compiègne, j'ai le numéro 32110. On couchait sur des bas-flancs qui étaient, j'allais pas dire confortables, mais enfin qui étaient vivables. Et il n'y avait qu'un problème, c'est qu'on était bouffés par les puces. On était entre nous et puis on avait le moral, on disait, ils vont nous envoyer en Allemagne. On va aller travailler comme les STO de l'époque, quoi. On va aller travailler en usine. On se doutait vraiment pas du tout. D'ailleurs, en France, personne ne connaissait l'existence des camps de concentration. Et ça s'est découvert après la guerre. Mais pendant la guerre, personne n'en causait. Personne n'était au courant. J'ai une veste d'un déporté qui a fait partie du même convoi que votre père. 21 586. Alors, mon père, c'était le 21 598. Assez proche. Ils se sont peut-être croisés, oui, parce que... Enfin, en tout cas, à Buchenwald, parce que ça, Bien c'est sûr. l'immatriculation à Buchenwald. Tout à fait. Il devait être dans une file assez proche, oui. Puis au bout de 3 semaines, ils ont fait un convoi. On était 1000. On est parti de Compiègne. On est allé jusqu'à la gare. À la gare, on est monté dans les wagons, 100 par wagon, avec une tinette au milieu. Ils ont fermé les portes. Et puis on est resté comme ça pendant 3 jours et 2 nuits. Sans eau, sans une goutte d'eau. Partout, quand on passait dans les gares, on demandait « Wasser, Wasser ».
de l'eau, mais personne ne nous en a jamais donné. Alors, la soif, c'est dur, hein. C'est très dur, la soif. Alors, le premier jour, c'est bien allé. Le deuxième jour, il y en a qui commençaient à boire leur urine. Il y en a qui léchaient les parties métalliques des wagons parce qu'elles étaient un peu plus fraîches. Puis il y en a qui perdaient la tête, qui venaient fous complètement, hein. Et puis, au bout de 3 jours et 2 nuits, on est arrivé à Weimar. Et le camp de Buchenwald se situe en dessus de Weimar. On est descendu du train, enfin, ceux qui ont pu descendre, puis ceux qui étaient morts, parce qu'il y avait pas mal de morts, hein. Ceux qui étaient morts, ils sont restés dans le wagon. Beaucoup avaient perdu la tête, dégringolé carrément de ce wagon et qui s'échappait à droite, à gauche et qui était arrêté à un coup de mitraillette ou de fusil, je ne sais pas. Et on a rejoint le camp de Buchenwald. Il y avait un portail d'entrée qui était en fer forgé, sur lequel il y avait marqué « Jedem das Seine ». Ça voulait dire « à chacun son dû ». On ne savait pas où on arrivait. C'était complètement perdu, hein. On voyait des gars en pyjama, des gars avec des tenues rayées, de calottes. Puis ça gueulait de tous les côtés, des chiens qui chappaient, des chiens loups qui... On se demandait, mais où c'est qu'on arrive? Où c'est qu'on est tombé? Et oui, puis là, je me rappelle, il y avait un grand baquet d'eau. On s'est précipité dessus. On buvait, puis on avait soif, tellement qu'on était déshydratés. À la Libération, l'armée américaine tourne des images dans le camp de Buchenwald. Il y a ici toutes les nationalités, toutes les religions. Tout ce que les nazis ont raflé à travers l'Europe. Plus de 250 000 déportés sont passés par ces baraquements. Buchenwald, c'est le centre de tri pour les camps de travail qui se trouvent aux alentours, dont celui de Dora. La chose principale, c'est l'idée est de mettre la main-d'œuvre concentrationnaire au travail, puisque l'Allemagne manque de bras à partir de 1943 et surtout de 1944. Le fait de faire venir plus ou moins légalement de la main-d'œuvre, je pense au service du travail obligatoire ou aux rafles dans d'autres pays, cette source-là va se tarir. Donc la main-d'œuvre concentrationnaire acquiert une très grande importance pour l'industrie de guerre de l'Allemagne nazie. C'est pas un hasard si l'intégralité des convois qui partent de Compiègne entre le mois de juin 1943 et la fin janvier 1944, c'est plus de 10 500 hommes, ils sont tous envoyés vers le camp de Buchenwald et plus de la moitié sera ensuite affectée à Dora. Quand on était à Buchenwald, on nous disait vous n'allez pas rester à Buchenwald, vous allez dans des camps aux alentours. On vous souhaite qu'une chose, c'est de jamais aller à Dora, parce que Dora, c'est un camp qui vient de se créer, il n'y a pas de crématoire, et toutes les semaines, on voit des camions entiers de morts qui viennent à Buchenwald pour se faire incinérer. On les voyait arriver tous les jours, il y avait des camions de cadavres qui arrivaient de Dora. Alors, on disait, Dora, c'est pas le moment d'aller là-bas. Et puis on est arrivé à Dora quand même. Ton papa, il était au bloc 104, qui est situé un peu à l'est, sur la gauche, quand on rentre dans le camp, un petit peu sur les hauteurs. Un peu sur les hauteurs, oui, à peu près dans cette action-là. Dans l'alignement de celui qui est là. Ce qu'on fait, mais c'est flipper là. Dora est un beau coin de campagne au cœur de la Thuringe, dans ce qui fut l'Allemagne de l'Est. Il ne reste rien des baraques où les déportés dormaient sur des chalits. Dora, c'était surtout un tunnel, des galeries, des secrets dans le ventre de la montagne. Ces secrets que la caméra de l'armée américaine a filmés en avril 1945.
En 1945, il s'agissait pour les Américains de faire main basse sur la technologie cachée dans le tunnel. Un butin de guerre pour ses propres besoins, mais aussi pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Soviétiques. Dans le froid et l'humidité, il reste un vieux moteur de missile V2, l'ancêtre de la fusée Ariane. Le mémorial a installé au milieu de cette vaste cathédrale de béton et de pierre une maquette de ce qui fut une immense usine souterraine, sans doute la plus vaste jamais conçue. Et là, on a une représentation en fait de l'ensemble de la partie souterraine qui est assez... je trouve qu'elle est quand même très très visuelle avec les deux tunnels principaux, le B et le A. On est rentré tout à l'heure par ici. C'était deux tunnels qui étaient parallèles. Deux tunnels qui étaient parallèles, qui étaient creusés sous la montagne, qui faisaient 1,8 km chacun. Et entre chaque tunnel, il y avait été creusé des petits tunnels qui faisaient 150 mètres de long, qui étaient les ateliers. Moi, ce que je sais, c'est ce qui avait traumatisé à vie. Le bruit, déjà. La promiscuité avec les autres. Le fait d'avoir vu beaucoup de souffrance autour de lui. Les camarades morts. Je pense qu'il détestait ressasser ça. Et de toute façon, il n'en parlait pas en famille. On dormait sur les cailloux et ça a été une période excessivement difficile. Roland Boisson fait partie des tout premiers Français qui arrivent dans le tunnel. Les conditions sont alors effroyables. Il faut percer la roche et dormir à même le chantier qui ne s'arrête jamais. 12 heures de travail par jour et très peu de nourriture. Il arrivait souvent d'être obligé de retirer la personne qui était décédée à la place, à moins qu'on la garde le plus longtemps possible pour y toucher sa soupe. Ça aussi, ça s'est fait. L'objectif n'était pas de tuer. L'objectif était de faire tourner l'industrie de l'armement allemande. Ça n'excuse rien. Mais il n'y avait pas la volonté d'extermination qui existait dans la Shoah. D'ailleurs, à partir de 1944, certains juifs étaient soi-disant autorisés à faire du travail forcé ici avant d'être tués. De fait, il y a eu ici des tueries de masse dues aux conditions de vie et de travail. La mort n'était pas le but, mais c'était quelque chose qui a tout de même coûté la vie à 20 000 personnes sur 60 000. Madame. Merci. Il a été arrêté en juin 1943. Il était radiotélégraphiste. Ah, ok. Oui. Il a eu de la chance de faire partie de ces gens, de ces prisonniers qui avaient un peu de valeur aux yeux des SS. Oui. Ils avaient besoin d'eux. Ils ne pouvaient pas se permettre de les tuer trop rapidement. Ils avaient besoin de leur savoir-faire. « 6 juin 1944. Les Alliés débarquent sur les côtes françaises. La victoire militaire semble de plus en plus hors de portée des nazis. Plus que jamais, la main-d'œuvre pour l'industrie allemande devient vitale. Dans les jours qui suivent le débarquement, Jean Lorge et Pierre Marc arrivent au camp de Dora. La sentinelle qui était à côté de moi sort de sa poche un journal, l'ouvre, et je vois... Enfin, j'avais fait un peu d'allemand, hein. Feindliche Landung an den französischen Küsten. Débarquement ennemi sur les côtes françaises. Alors évidemment, tout de suite, j'ai prévenu tout le monde, c'était un cri de joie. Tout le monde s'est dit, oh, Branel, on est chez nous. Tiens. En Angleterre, les bombardements sont désormais quotidiens. Les armes mises au point par von Braun et ses ingénieurs terrorisent les populations civiles. Les V1, l'ancêtre des drones modernes, sont produits en grande quantité.
les fusées V2 sont opérationnelles. Je pense que jusqu'à la fin, et notamment par cette idée qu'ils allaient trouver des armes définitives, une menace de ces armes, un certain nombre de nazis ont cru jusqu'au bout à la victoire. Donc nous, dans l'après-coup, on voit bien qu'après Stalingrad, le Reich va vers la défaite. Mais ça ne veut pas dire que ces responsables croient eux-mêmes à la défaite. À Dora, l'usine tourne à plein régime. Les V1 et les V2 sont produits à la chaîne. Le statut des déportés évolue au fil du temps. Désormais, ils deviennent des éléments essentiels de la production d'armes. On n'était pas considérés comme des hommes, évidemment, mais enfin, ça a évolué peu à peu par le besoin qu'on commençait à avoir de nous pour construire ces V1. Le V2, je ne connais pas ses dimensions, mais enfin, le diamètre, c'était ça. Ces clichés ont été réalisés par des opérateurs de la SS, les seules images qui montrent la chaîne de fabrication du V2. Des détenus ont été choisis parmi les plus en forme pour faire de la figuration. La division du travail règne à Dora, comme chez Ford ou chez Volkswagen. J'ai été affecté au hall 34 et le tunnel en question, c'était Flossenbau. Ça voulait dire construction d'ailerons. On soudait les ailerons qui allaient sur les V2. C'est un petit travail relativement pépère. C'était là que j'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'entrer dans le tunnel, je vous dis, parce que à Dora, l'hiver, il neigeait à plein temps. Hein. Il neigeait à plein temps, il faisait froid. Dans le tunnel, il y avait une température permanente autour de 14-15 degrés. Alors donc, c'était supportable. Moi, j'étais sur une grosse presse. Une grosse presse. On était deux de chaque côté. On mettait une grande tôle, la presse tombait, puis on retirait la truc. Et nous, c'était du travail d'usine. Puis plus loin, ils assemblaient. Et puis pour finir, au bout du tunnel, puis la V2, ça sortait. Elle était finie. Mais c'était une usine gigantesque. Hein. Avant de produire des fusées à la chaîne, il a fallu des centaines de tests. Car une fusée ne vole pas comme un avion, et la propulser à des dizaines de kilomètres de la Terre demande une technologie très pointue. Lancer une fusée, c'est comme tenir en équilibre un crayon sur votre doigt. Je parle au niveau du contrôle. L'accélérer violemment vers le haut en tenant l'équilibre. Tout ça pendant que ça pousse très très fort. Cette puissance hors du commun, Wernher von Braun et ses équipes ont réussi à la maîtriser. Encore fallait-il faire des essais, par centaines. Wernher von Braun a demandé l'aide de la SS, c'est-à-dire le travail des déportés. Et grâce à cela, il est parvenu à ses fins. Pour moi, c'était un génie de la propulsion fusée et de la maîtrise du vol des fusées. Ce sont des calculs très pointus. C'est le chef ingénieur le plus emblématique de l'histoire de l'astronautique occidentale. Le prestige de von Braun n'a jamais été entaché par son passé de nazi. Qu'il soit américain, russe ou européen, tout le monde lui pardonne. Au musée de l'espace, à Toulouse, l'ombre du savant allemand semble rôder partout. Au détour d'un couloir, un moteur de fusée, son moteur. Ce moteur provient très certainement de l'usine de Dora. La chambre de combustion et la tuyère, ce sont des éléments qui ont été créés et qui sont
pour une partie, les grandes inventions absolument modernes et qui ont été réussies après de nombreux essais et qui ont fonctionné très bien ensuite. C'était la taille de la chambre de combustion, c'était surtout son refroidissement avec les petits trous qu'on voit ici qui sont ensuite sous pression, qui envoient de l'alcool liquide et qui refroidissent les surfaces de parois. Tout cet ensemble-là, il n'y a pas quelques centimètres carrés sans qu'on y trouve les inventions qui ont permis de faire un moteur fusée fonctionnel et parfaitement moderne. Von Braun n'était pas qu'un simple ingénieur capable de faire voler des fusées. Son autre talent était d'organiser le travail pour produire au mieux les engins qui devaient frapper les ennemis du Reich. Von Braun est allé à Buchenwald pour sélectionner des prisonniers qui ont ensuite été envoyés ici. Ces hommes ont dû travailler sous terre, dans des conditions indescriptibles. Von Braun a donc été très impliqué dans les crimes commis dans ce camp. J'ai vu une fois Von Braun qui passait dans le tunnel, oui. Oui, c'est un type qui sortait de l'ordinaire, hein. Mais enfin, à la base, c'est un nazi, hein. Faut pas, oui. Et il savait pertinemment tout ce qui se passait dans les usines. On était des milliers à travailler là-dedans, avec des civils allemands, des meisters. Les meisters nous, on faisait de la main-d'œuvre, quoi. Et puis les meisters faisaient les spécialistes, quoi. Les nazis ont doublé la hiérarchie des SS par une hiérarchie des détenus. Et généralement, pour cette hiérarchie des détenus, pour les capots, pour le doyen, le chef du camp détenu, ils ont choisi des droits communs. La punition classique, c'était 25. 25, ça veut dire 25. Ça voulait dire 25 coups de bâton dans les fesses. Alors évidemment, quand vous tombiez sur un type qui était un peu costaud et qui avait envie de vous faire mal, quand vous aviez reçu 25 coups de bâton dans les fesses, moi j'aimerais autant vous dire que pendant pas mal de temps, vous étiez infirme. Hein. Moi, j'ai pris une fois, j'en ai pris 12. Je n'ai pas eu de 25, j'ai pris les 12. Mais 12, c'était déjà pas mal. On était 1000 sur la place. Ils faisaient un commando, ce qu'on appelait des transports. On était tout nus. Il y avait avec un docteur, je m'étais fait une hernie en travaillant sur les voies. Alors, j'avais le boyau qui descendait jusqu'au milieu de la cuisse, l'intestin grêle. Puis le soir, quand je me couchais, je remontais le boyau dans le ventre. Alors, j'étais pas bobo, quoi, c'est comme la journée. Alors, quand il a vu ça, avec sa badine, il m'a dit ça, il m'a dit, mais celui-là, c'est pas la peine qu'il fasse dans le transport, il tiendra pas le coup. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Parce que ce transport, une espérance de vie, c'était une quinzaine de jours, pas plus. 15 jours, 3 semaines maximum. Ce que les images des photographes ne montrent pas, les dessins des détenus le décrivent. Ce sont des œuvres au péril de leur vie, des témoignages uniques, les plus forts de la vie à l'intérieur de Dora. Il y avait ce qu'on appelait les capots et les Vorarbeiter. Le capot, c'est le patron, et le Vorarbeiter, c'était le contremaître. Et alors, on avait ces capots et ces Vorarbeiter qui se promenaient dans les ateliers et qui surveillaient tout ce qui se passait. Il est très facile, si vous avez quelques pièces qui sont déformées ou qui sont mal faites, vous avez très facilement dans un moteur des instabilités qui créent des phénomènes de précipitation technique, mécanique, et qui peuvent faire éclater un moteur assez facilement. Tout doit être absolument parfait. Et ça, dans un système de concentrationnaire, c'est tout de même gageur. Vous avez contrôlé tous les boulons s'ils étaient bien le filetage qui correspondait.
une boîte là et une boîte là. Alors, je prenais toujours le même, j'ai toujours gardé le même. Après, j'en ai pris une poignée, j'ai mis de l'autre côté et on a continué le système. Mais ça a peut-être marché. C'était une façon de saboter, bien sûr. Mais tu sais, le type qui était pris à faire des conneries comme ça, il s'en sortait pas, hein. Ah ouais. Le sabotage est considéré comme l'une des fautes les plus graves. Le jugement est immédiat, la peine est toujours la même, la mort. Quand ils faisaient des pendaisons, c'était public. Il fallait que tout le monde voie. Il y avait des palans dans l'usine, hein, il y avait des palans qui montaient. Alors ils prenaient une poutre qu'ils mettaient sur un palan. Sur la poutre, ils mettaient 10 ou 12 nœuds coulants. Et puis, ils prenaient les 10 ou 12 condamnés, ils les mettaient sous le nœud coulant, et ils faisaient monter le palan tout doucement. Et c'était pas de la pendaison, c'était de la strangulation. Parce que la pendaison, j'imagine. Alors que là, tu parlais quand... Le temps d'y réfléchir. Hein. Ils s'arrangeaient à la fin du travail pour faire défiler tout le monde devant les pendaisons. Dans tous les camps, il y avait un orchestre, c'était les tziganes généralement. Et les orchestres étaient là sans arrêt, soit pour une cérémonie quelconque, soit pour la pendaison, il y avait des orchestres tout le temps. « 12 janvier 1945. L'armée rouge a percé le front de Pologne et marche vers Cracovie, à quelques kilomètres d'Auschwitz. Quand les troupes soviétiques pénètrent dans le camp, les SS ont déjà jeté sur les routes 56 000 déportés juifs qui vont prendre la direction des territoires à l'intérieur du Reich. Un film tourné clandestinement montre les convois de déportés évacués par train. C'est l'hiver, les températures sont négatives, les wagons sont découverts. Pour une partie d'entre eux, le voyage va se terminer à Dora. Ils avaient fait le trajet en wagon plateforme, découvert. Alors il y en avait, je sais pas, je peux dire, il y en avait 95% qui étaient morts. 95% qui étaient morts. Et avant de mourir, ils avaient eu tellement froid, ils s'étaient, comment dirais-je, approchés les uns des autres. Ils étaient morts comme ça. Alors ils étaient morts par paquet de 4 ou 5. Et quand ils sont arrivés à Dora, donc leur lieu final à Dora, le Toten Kommando, c'est-à-dire le commando des morts, pour les sortir, est obligé de les scier. Les scier pour les dégager. Et puis, quand on est rentré du boulot un soir, sur la place d'Appel, il y avait un paquet de 2-3 mètres de haut sur 50 mètres de long, tous des cadavres. Avril 1945. Les Américains arrivent dans le secteur de la Thuringe, à quelques kilomètres de Dora. Les Soviétiques se trouvent plus au nord et à l'est. Entre le 1er et le 4 avril, Nordhausen est bombardé. Plusieurs vagues d'avions se relaient à coups de bombes incendiaires et rasent pratiquement la ville. Le 11 avril, les soldats de la première armée américaine entrent dans Nordhausen et découvrent l'horreur. À quelques kilomètres de là,
Dans l'après-midi du 11 avril, les Américains parviennent à Dora. Le camp est vide. Quelques jours plus tôt, devant l'avancée des Alliés, les nazis ont décidé d'évacuer les 40 000 détenus qui s'y trouvaient. Ce seront les jours les plus durs que les déportés vont connaître. L'histoire leur a donné un nom, les marches de la mort. Un long parcours, en train ou en marchant quand il n'y a plus de voie ferrée. Le voyage fut interrompu par une marche de 40 km où les traînards se voyaient impitoyablement exécutés. Au bout de peu de temps, les esprits s'égaraient, des rixes continuelles se produisaient. Épuisement total, coups, manque d'oxygène eurent vite raison des plus faibles. On se tenait par 5. Ah, ça va bien, mais quand il y en a un qui cède, les autres ne valent pas plus. Tous ceux qui ne pouvaient plus monter, qui avaient les jambes coupées, qui tombaient au bord de la route, les SS leur tiraient une balle dans la nuque et les mettaient dans le ravin. On est resté 10 jours dans les wagons, sans aucun ravitaillement. On avait de l'eau. Les nuits, c'était abominable. C'était la lutte pour la survie. Hein. Ça faisait comme une mer. Tantôt tu étais dessus, tantôt tu étais dessous. Alors quand tu étais dessous, tu essayais de te débattre pour remonter à la surface. Une nuit, il y a un gars qui voulait m'étrangler. Alors j'ai pris ma soquette, puis je tapais dessus pour que... Et puis le lendemain matin, quand il a fait jour, ben, j'ai vu le gars, il était mort. Et puis moi, j'étais vivant. Enfin, alors que l'espoir allait aussi m'abandonner, un jour, le convoi stoppe. En pleine forêt, un camp immense, Ravensbrück. Sera-ce là notre dernière étape? Pendant que les déportés de Dora affrontent le pire, l'armée américaine déménage ce qui a servi à construire les V2. Les fusées, mais aussi les machines sont embarquées en direction des États-Unis. L'enjeu est de taille, car Dora va bientôt se retrouver en territoire soviétique. La guerre froide a déjà commencé. Juillet 1969, l'Amérique en liesse fête ses héros, Buzz Aldrin et Neil Armstrong. Depuis des années, l'Amérique fait de Wernher von Braun le génie de son aventure spatiale. L'homme des V2 avait même l'oreille du président Kennedy. Wernher von Braun, pour moi, c'est un concepteur de fusées et c'est surtout celui qui sait créer l'équipe et la structure organisationnelle pour la créer. Sans Von Braun, pas de programme Apollo. Sans programme Apollo, pas de programme navette et pas de vol dans l'espace. Il n'y a pas que Von Braun qui partira aux États-Unis. Ce sont en tout des centaines de scientifiques qui vont quitter le Reich et être partagés comme des prises de guerre entre les vainqueurs, soviétiques, britanniques, américains et français. Un véritable trou noir de l'histoire. C'est un document rarissime, une vidéo amateur. Deux historiens qui interrogent Karl-Heinz Bringer, un ingénieur allemand qui travaillait à Dora. Il est un peu le Von Braun français, recruté en 1945 avec une trentaine d'autres scientifiques. On a loué la salle d'un petit bistrot, si vous voulez. C'était assez grande salle. Et dans cette salle, nous avons installé
des tables de dessin et tout ça, les bureaux. Et là, nous avons travaillé. L'équipe de Bringer va travailler main dans la main avec les ingénieurs français. Les Allemands sont venus avec leurs calculs et leur savoir-faire. Au centre d'essai d'Amaguir, dans le Sahara algérien, aucune image, aucune archive ne montre les ingénieurs allemands. Pourtant, ils vont permettre la mise au point des fusées et des avions à réaction français. Sans eux, la France aurait tardé à devenir la 3e puissance spatiale au monde. À Amaguir, donc la première base spatiale française où ont été lancées les premières fusées françaises, avant d'être transportées en Guyane, à Amaguir, nous parlions allemand. Nous avons oublié cette histoire-là. Je ne dis pas parce que nous ne voulions pas y penser. Il y avait des enjeux où il fallait avancer nos programmes spatiaux. Et quand on avance, on a tendance à un peu oublier ce qui est derrière. Ce n'est qu'après, et peut-être aujourd'hui, que nous pouvons aussi, tout en avançant, nous arrêter et nous interroger sur ce que nous avons fait ou ce que nos prédécesseurs ont dû faire pour en arriver là et en tirer des leçons. C'est un étrange bunker dans le nord de la France. Un lieu à l'image de Dora, avec ses tunnels, son architecture froide. C'est d'ici que les nazis avaient choisi de tirer leurs missiles V2 pour bombarder l'Angleterre. C'est devenu le musée de la Coupole. Il y a dans les coulisses plus de 9000 fiches des déportés de Dora. Le rôle de la coupole, c'est de faire le lien, de faire réfléchir, que ce soit sur les armes, le parallèle avec les armes aujourd'hui, comme sur la conquête spatiale, puisque des armes comme le V1 sont réutilisées sous d'autres formes. On appelle ça des drones, c'est un petit peu plus sophistiqué, mais c'est exactement le même objectif. Donc là, on a quelques documents sur Roland Boisson. Voilà. Sa fiche d'identité avec toutes ces informations sur la résistance et puis les différentes prisons qu'il a fait en France et les différents camps qu'il a fait en Allemagne. À partir de ces fiches, des parcours de vie ont été reconstitués. À Paris, sous la direction de l'historien Laurent Thierry, les bénévoles qui ont patiemment rédigé des fragments de mémoire se réunissent pour corriger les notices consacrées à chaque déporté. C'est la fiche de Roland Boisson qui se retrouve aujourd'hui sous les yeux des correcteurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un des premiers à arriver dans les tunnels. Oui. Il est arrivé en octobre 1943 dans le tunnel de Dora. Donc on a évidemment... Quand on écrit la vie d'un déporté, d'un seul coup, tout se reconstitue, tout prend du volume, prend du relief, son enfance, sa famille, son trajet. Il y a une trace, il y a un tombeau, on disait... Ce sera un tombeau de papier, il y a un tombeau. Et ça a un effet extraordinaire. Après plus de 10 ans de travail, le dictionnaire des 9000 déportés de Dora est devenu ce monument de papier qui se transmet aux jeunes générations. Quelle expédition tout ça. Ce qui est pire, c'est d'être encore là pour en parler. Là, à côté de tous ceux que j'ai vus, qui étaient capables, comme moi, de faire au moins si bien, et qui n'ont pas eu cette chance, ils n'ont pas eu, ça me chiffonnait pas. Mais enfin, pas de mérite à avoir de la chance. J'avais un tempérament plutôt optimiste. Et puis, il faut dire qu'il y a aussi, j'avais une santé qui tenait le coup. Voilà. Voilà. On n'avait plus de nom, nous appelaient ça des stucs, des morceaux. Ils nous appelaient, les Allemands. On était des stucs. Nous avons bossé jusqu'à qu'on meure, et puis c'est tout. Ils n'avaient aucune pitié. C'est parfait, c'est parfait. Merci. Ce souvenir épouvantable.
Alors, cette fameuse lettre, je l'ai relue puisque ma fille me l'a passée. Oui. 1er août de quelle année? 45. Après des années de recherche, Sylvie a enfin retrouvé le destinataire de la lettre que son père avait écrite en 1945. Elle ne connaissait qu'un prénom, Raymond. Trouver qui était le Raymond de sa lettre. Regardez. Puis un nom est sorti des archives, Lecomte, Raymond Lecomte, décédé depuis des années. Retrouver la famille de Raymond a été un vrai travail d'enquête. Et je suis enchantée de vous rencontrer, vraiment. Oui. Moi, ce sont des sujets qui me touchent d'abord par rapport à mon beau-père, qui était un homme d'une douceur, comme s'il portait la souffrance du monde sur ses épaules sans le dire. Là aussi, cette image-là, par contre, c'est une image amateur devant la maison qu'ils avaient à Pertuis, justement. C'est probablement au cours de ces déménagements pour vider cette maison qui est à l'arrière-plan qu'elle a perdu cette lettre. Oui, d'ores et déjà, tu as un but, une famille à protéger. Cela suffit pour remplir une vie. Remplir une vie, oui. Vous vous rendez compte? Ils n'ont pas été punis, les gars. Ils auraient dû finir en prison. Non, au contraire, ils ont été cocotés. Ils leur ont fait des ponts d'or pour qu'ils viennent travailler pour eux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? On est désarmés, on ne peut rien faire. Et comme ça.